Pourquoi est-ce que c'était important d'organiser, ici, ce rendez-vous? Eh ben, parce que la réalité, c'est que le sujet de notre souveraineté, elle est, capitale. Elle est l'objet, de discussions quotidiennes au sein de l'assemblée avec des visions parfois différentes, hein, selon, d'un côté ou de l'autre de l'hémicycle. Mais néanmoins, moi qui suis chef d'entreprise avant tout, qui préside le groupe UOP, qui est un groupe, d'indépendants, un groupe, ancré sur les territoires, un groupe en réalité de grands pragmatiques, et ben, on sait à quel point, c'est important. C'est important dans nos territoires, parce qu'on a aussi, des territoires qui sont, très riches et qu'on parfois sous-exploite, mais aussi parce qu'on a besoin, et là, en tant que membre de la commission, des affaires étrangères, c'est un autre sujet qui nous paraît, important, cette collaboration qu'il doit y avoir entre les entreprises françaises et parfois des pays étrangers, dans là aussi la discussion sur l'exploitation, non seulement, et ça a été très bien dit, et minéraux critiques, mais dans de manière, plutôt générale, cette, collaboration qui est extrêmement importante pour que nos entreprises françaises puissent aussi, continuer à se développer, à créer de la valeur, à créer, de l'emploi et à montrer, à quel point la France est aussi un pays industriel. On a eu tendance à l'oublier depuis un certain nombre d'années, hein, avec, une perte, hein, d'industrie qui est flagrante. Si je parle des Vosges, qui est le département que je connais le mieux, 30 000 emplois textiles dans les années 70, 3 000 emplois textiles maintenant. Dans la sous-traitance automobile, c'était pareil. C'était moins le cas dans l'extraction, pure, pour les Vosges, quoique de granit, et c'était important, des terres, extrêmement riches, en granit. Mais néanmoins, cet exemple vosgien, on peut le dupliquer sur à peu près tous les départements français, et en effet, on a la chance d'avoir, un territoire qui est extrêmement riche, et on se doit d'être au service, des entreprises qui, sont les seules qui créent, ou en tout cas les principales qui créent de la valeur. Quand on est dans le monde politique, et on est, 2 de chefs d'entreprise à l'Assemblée nationale, donc je peux vous le dire sans aucun problème, quand on est dans le monde politique, on a tendance à oublier que ce sont les entreprises qui créent de la valeur et non le politique, et que le politique doit être au service, notamment du monde économique et du monde entrepreneurial, pour pouvoir non seulement développer les richesses, développer aussi, son, PIB, développer, les emplois. Et c'est pour ça que c'est pour moi un grand plaisir d'accueillir Eric ici aujourd'hui à l'Assemblée, de vous accueillir ici et de souhaiter, la bienvenue au ministre Martin qui ne devrait pas tarder. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors quand on a, avec la rédaction d'Hémicycle, essayé de faire, le tour, de ce sujet sans être ni caricatural ni totalement, médiocre et incompétent, on s'est posé, plusieurs questions. Pourquoi ce colloque et pourquoi maintenant? Alors on a réfléchi ensemble. Les minerais critiques, ne sont plus, seulement un sujet, d'experts, le lithium, le nickel, les cobaltes et encore plus les terres rares, hein. C'est presque un vocable qui est passé dans le langage courant. Beaucoup de gens parlent de la question des terres rares. Alors aujourd'hui, évidemment, ce sont des mots, des noms de minerais qui font un peu trembler toutes les chaînes de production, totale. Quand on parle évidemment de batteries électriques, bah, il y a, des minerais, critiques. Quand on parle de construction d'éoliennes, quand on parle aussi, d'électronique de défense, à un moment où, on parle beaucoup d'une industrie européenne de la défense, bah, évidemment tous ces minerais rentrent d'une manière ou d'une autre dans ces secteurs, celui de la transition énergétique, celui du virage numérique bien sûr, et puis celui, de la défense qui est avec, les problèmes géopolitiques que nous vivons en ce moment, les guerres tellement, importants. Alors on a regardé de près, bah, l'Europe elle est un peu coincée, hein. Il y a la stratégie chinoise qui est redoutable, qui joue, finalement sur 2 tableaux. Elle manipule cette stratégie, les cours. On voit comment, d'une certaine manière, lorsque la Chine met sur le marché, des stocks de lithium, bah, elle effondre le prix et du coup, elle rend caduc le lancement de projets concurrents, étrangers, sur, ce lithium et puis elle verrouille aussi certains segments, nous semble-t-il, à la rédaction, via des licences, d'exportation ciblé, bah, ça concerne, d'après notre calcul, 16 migrants critiques depuis 2025. Voilà, ça c'est la stratégie, chinoise, tout en subtilité et en force. Il y a aussi d'autre côté la stratégie américaine. Alors les États-Unis évidemment ont changé d'échelle. Ils accélèrent des projets de mines aux États-Unis. Il y a une intervention directe de l'État, américain. Par exemple, le groupe, MP Materials est détenu à 15 par, le Pentagone.
Voilà, là, on parlait de secteur de la défense avec des minerais critiques, ben voilà un exemple. Donc l'État américain, les États-Unis, tellement libéraux, ben, n'hésitent pas ou à être protectionnistes ou évidemment à investir dans leurs entreprises critiques pour plus de souveraineté. Et puis, ben, il y a l'Europe. Alors, l'Europe, elle est prise un peu entre ces deux blocs, entre une Chine qui tient la chaîne de valeur et fait de sa domination, évidemment, une arme stratégique et de souveraineté industrielle, et puis des États-Unis qui subventionnent, qui protègent, qui rachètent leurs champions à coût de 2 milliards. Alors, il y a eu un signal positif, me semble-t-il, et merci au ministre Sébastien Martin de nous rejoindre. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Je vais je terminais par un point très positif, alors que j'avais souligné les difficultés de l'Europe et donc de la France à exister sur la question des minerais critiques entre la stratégie chinoise et la stratégie américaine. Il y a eu un signal positif, monsieur le ministre, me semble-t-il, et vous allez nous en parler parce que vous étiez partie prenante. C'est ce qui s'est décidé au G7 d'Évian le 17 juin. Si mes chiffres sont bons, 195 projets ont été identifiés. On parle de 64 milliards d'euros. Et cela, bah, aussi bien, j'allais dire, dans la production que dans la transformation, dans le raffinage. Parce que ce colloque va mettre aussi le point là-dessus. C'est une chose de sortir des minerais critiques, c'en est une autre de être capacité de la raffinerie. Donc, je vous demande de me rejoindre, monsieur le ministre, si vous voulez bien. Je vais peut-être commencer avant qu'on parle du G7 et de ce côté positif, me semble-t-il, autour du sujet de ce colloque, de vous demander simplement peut-être en quoi ces minerais critiques sont-ils devenus aujourd'hui bah, plus qu'hier, parce qu'on en parle beaucoup. Il me semble même que la notion de terre rare est passée dans le langage commun. Les gens identifient, enfin, moyennement, mais ils parlent de terre rare. Ils disent, mais au fait, la France, où on est-elle? Pourquoi aujourd'hui c'est devenu un enjeu tellement important, même si je l'ai un peu identifié, de souveraineté industrielle? Bah, c'est important parce que si on n'en a pas, il y a rien qui marche. Je pense que même ce micro, ne fonctionne pas. Je sais pas, Christelle, vous me direz si je me trompe ou pas, hein, mais ce micro, ce vidéoprojecteur, la plupart, des câbles qui, font fonctionner ce bâtiment, il y a rien qui marche. Je pense que les gens ont bien compris que par ailleurs, l'élément le plus majeur finalement, c'est de se dire: «Après tout, on n'est pas obligé de tout produire, d'être souverain sur tout», c'est pas le sujet. Mais on a vu ces derniers temps que, cette question-là était devenue plus qu'une question commerciale, qu'elle était aussi un enjeu, diplomatique utilisé par les producteurs et le principal étant, la Chine. Et aujourd'hui, il faut quand même que chacun sache bien que sur tous ces sujets-là, la Chine met ce qu'on appelle les licences d'exportation et que du jour au lendemain, elle peut très bien dire à n'importe quel producteur, de terres rares ou de métaux critiques et stratégiques: «Eh ben, écoutez, non, j'ai décidé que vous n'exportez plus». Et donc on se retrouve avec des chaînes de valeur qui sont mises en difficulté. On l'a vu sur les métaux critiques, on l'a vu sur les semi-conducteurs. Quand je suis arrivé en octobre 2025, une semaine après, j'avais la crise Nexperia, avec plus de semi-conducteurs pour l'industrie automobile. Donc c'est devenu un outil d'influence diplomatique. Alors, vous adressiez à l'instant à Christelle Bory, la présidente d'Aramet, qui va participer évidemment à notre débat, parce que Eramet, c'est le lithium, c'est le cobalt, c'est l'Indonésie, c'est quelques pays en Afrique. Mais justement, comment, d'après vous, monsieur le ministre, j'imagine que vous échangez beaucoup avec la présidence d'Eramet, mais comment Eramet ou Imerys aussi, hein, qui sont les géants du secteur pour notre pays, participent à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à la construction d'une souveraineté industrielle qui aille de l'extraction au raffinage? D'abord, c'est une vraie chance d'avoir des outils industriels et d'avoir des entreprises et des dirigeants d'Eramet avec nous. Il y a des pays qui n'ont pas des entreprises comme celle-là, qui leur donnent une présence, je crois, Fesseb, où c'est 3 continents, peut-être même sur tous les continents. Imerys, c'est également des dizaines de pays dans lesquels sont présents Imerys. Et donc, dans une stratégie qui consiste à sortir d'une forme de dépendance et donc à diversifier nos sources d'approvisionnement, eh bien, pouvoir avoir des entreprises françaises dans lesquelles l'État est actionnaire d'ailleurs, pour pouvoir accompagner cette stratégie de diversification de nos ressources en métaux critiques, quels qu'ils soient, bah, c'est forcément un atout de plus dans la manche de la France et de l'Europe.
Alors, je citais l'un des aspects positifs du G7 d'Évian, sous le haut patronage du président de la République. Je disais 195 projets identifiés, Vos chiffres sont exacts. Vous êtes toujours très bien renseigné, monsieur Revet. 64 milliards d'euros. Alors, je me méfie aussi des affichages qui parfois sont plus politiques qu'industriels, mais qu'est-ce que vous tirez comme bilan de ce G7 d'Évian et quelles sont les priorités pour transformer finalement cette dynamique, bon, les chiffres, bon, en projet durable pour le pays? Bon, d'abord, vous l'avez dit, je crois qu'au sein du G7, il y a eu un consensus de prise de conscience et de nécessité d'agir. D'ailleurs, il y a un chiffre que vous ne citez pas, je vous en donne. Pardonnez-moi. Mais non, je pense qu'il est très important. C'est surtout qu'au G7, les 7 grandes puissances les plus industrialisées du monde se sont aussi mises d'accord pour dire on ne doit pas dépendre à plus de 60% d'un seul acteur. Or, vous avez un seul acteur qui s'appelle la Chine qui, sur beaucoup de métaux, représente à lui tout seul 85, 86, voire 90% Pour de le la raffinage production. et tout, c'est Pour 80%. et production plus raffinage, enfin vous mettez tout bout à bout. En fait, 90%, moi. parce que l'essentiel, d'ailleurs, c'est la question du raffinage aussi. Donc, dire on se limite à 60% et donc nous allons mettre en place ensemble un certain nombre d'outils qui restent à eux à affiner, pas à raffiner, mais à affiner, c'est déjà quelque chose, un signal qui est envoyé qui est extrêmement important. Deuxièmement, au niveau européen, il y a ce qu'on appelle le Critical Raw Material Act qui a identifié un certain nombre de métaux stratégiques sur lesquels on s'est donné les objectifs. Et d'ailleurs, on n'est pas en avance. Faut le dire tel que c'est, on n'est pas en avance. Et ensuite, au niveau national, troisièmement, la France, a contractualisé, entre guillemets, des relations diplomatiques plus fortes avec un certain nombre de pays et jour après jour, sous l'autorité de ce qu'on appelle le DIAMS, la délégation ministérielle métaux petits, schématise, on fait de la diplomatie des minerais. Et d'autre part, surtout, vous l'avez dit, parce que ce qui est bien, c'est d'avoir les minerais, et c'est surtout le raffinage qui va derrière, on recrée des outils industriels. On recrée, hein, parce qu'on avait Solvay à La Rochelle, qui y avait quelques décennies en arrière, était capable à lui tout seul d'alimenter le marché européen. Grosse partie du marché européen, à lui tout seul. Bon, Solvay remonte en puissance. On a les outils qui se mettent en place sur LAC, que ce soit Carester ou Caremag, pour faire de recyclage pour Caremag d'aimants, pour faire du recyclage de terres rares ou même du raffinage de terres rares pour Carester. Et on a MagResources, par exemple, à Grenoble, qui lui recycle des aimants permanents, des aimants permanents pour refaire des aimants permanents. Juste pour un truc, pour faire des aimants permanents, pour que les choses soient bien claires, il faut des terres rares. Les éléments permanents, c'est les terres rares, c'est les trucs qui tournent. Et puis, les métaux stratégiques, c'est plutôt tout ce qui est dans les batteries. Voilà, en résumé, métaux stratégiques plutôt pour les batteries, terres rares plutôt pour des moteurs, et des moteurs, il y en a absolument partout. Merci, monsieur le ministre, de ces points précis. Vous pouvez évidemment, si vous le voulez, parce que je pense Encore un que peu de temps. vous allez aussi participer au débat. Alors, tout à l'heure, je disais que le terme terre rare était presque passé dans le langage courant. Alors, on a demandé à Norstat et son directeur général, Raphaël Clad, est là, de venir nous parler justement de la connaissance des Français de ces sujets, de l'acceptation aussi, parce que quand on parle de raffinage, on a vu par exemple pour le raffinage du pétrole, c'est très compliqué aussi pour des raisons écologiques, pour des raisons d'environnement, de voisinage, d'avoir de telles infrastructures. Donc, quelle est l'acceptation aussi des Français autour de ces sujets? On parlera bien sûr de la première mine de lithium en France aussi, qui est un sujet de fierté, alors espérons-le. Donc peut-être, monsieur le directeur général, cette étude, les principaux enseignements de cette étude, je prends en collaboration, qui a été faite en collaboration avec l'Institut de la guerre économique. Bonjour à toutes et tous, et ravi d'introduire cette table ronde. Ça va être très rapide, quelques petits éléments, éclairage, voilà où on peut avancer. Nous avons réalisé une étude assez classique d'opinion auprès d'un millier de Français représentatifs selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, d'âge, de catégorie socio-professionnelle et de région, juste avant le G7, 11 et 12 juin 2026, pour l'école de guerre économique. C'est un sujet qui n'est pas évident. On parlait de terres rares, pas évident pour les Français. On a introduit les quelques questions qu'on leur a posées en précisant ce qu'on entendait par matière première stratégique. Sinon, ça aurait été vraiment totalement
inutilisable en termes de données, puisqu'on n'aurait pas su de quoi on parlait. C'était nécessaire dans le cadre d'un sondage d'opinion de ce type-là. Première question qui leur a été posée. Quelques affirmations sur les matières premières stratégiques et on leur demandait de se positionner sur une échelle d'accord avec lesquelles de ces affirmations les Français sont-ils d'accord? Ouais, il faut que je parle plus proche du micro. Sans doute m'entendez. Vous, mieux. Une affirmation qui émerge assez largement, c'est celle de la dépendance de la France à l'étranger. Les 2 tiers des Français déclarent être d'accord avec l'affirmation selon laquelle la France est dépendante de l'étranger sur la question des matières premières stratégiques. Et ça arrive assez loin devant les autres affirmations. Donc, c'est dit quelque chose. Cette première, en tout cas, sentiment ressenti par l'opinion française. Derrière arrive la Chine a pris une avance importante et la France a perdu son influence dans les pays producteurs de matières premières. Cela étant dit, on se rend compte, notamment sur la question de l'enjeu vital de la guerre économique, que l'importance de ces enjeux n'est pas encore complètement conscientisée par l'ensemble de l'opinion française. Et d'ailleurs, on peut voir que sur les catégories sociales professionnelles supérieures et au meilleur niveau diplôme élevé, on a une grosse différence avec une importance beaucoup plus marquée de ces enjeux-là. Donc, ce n'est pas encore totalement diffusé au sein de l'opinion, mais clairement, les penseurs ont conscience de la dépendance de la France vis-à-vis de l'étranger. Peut-être vers slide suivante, s'il vous plaît. Autre question, est-ce que ce que la France devrait faire pour sécuriser son approvisionnement, alors qu'on leur demandait de choisir une de réponses? 73% d'entre eux pensent qu'il faut soutenir l'activité minière et l'industrie de raffinage française. Plus précisément, 41% souhaitent relancer l'industrie de raffinage, 31% pour l'activité minière sur le sol français et 33% pour l'activité minière en soutien à l'étranger. Arrive derrière le recyclage de métaux qui a été évoqué, qui est un point important. Donc, pour faire simple, les Français privilégient une stratégie de souveraineté complète qui articule extraction, transformation et circularité de manière assez forte. Ce qui est intéressant, surtout, je dirais, c'est le 6% que vous voyez à la fin, c'est laisser faire le marché, surtout pas. Personne n'est d'accord pour laisser faire le marché au sein de l'opinion. Il y a une volonté d'interventionnisme qui est assez marquée et qui revient d'ailleurs sur d'autres sujets depuis un petit moment. Dès qu'on parle d'enjeux socio-économiques, il y a une volonté de plus en plus forte des Français d'intervention de l'État. On demande beaucoup à l'État tout en le détestant. On aime ça, c'est un peu le jeu de l'opinion française. La page suivante, dans la même ordre d'idée, ce que l'État devrait faire lorsqu'une entreprise est jugée stratégique. 67%, donc la même proportion, les 2 tiers, des Français attendent un soutien financier public via prêt garanti ou via prise de participation. Mais c'est quelque chose d'assez marqué. De même, 60% souhaitent protéger juridiquement les entreprises françaises stratégiques en la matière contre les rachats étrangers. Donc on est toujours sur ces 2 tiers de l'opinion favorable à une intervention forte de l'État sur la partie, sur le volet financier. 60% souhaitent une protection juridique et enfin, encore la même chose, 5% seulement souhaitent laisser le marché décider. Donc, de l'intervention et en temps de l'intervention. Voilà, j'en ai quasi terminé pour résumer ces quelques chiffres. Une dépendance de la France à l'étranger bien identifiée, bien marquée de l'opinion, même si le contenu des enjeux reste relativement encore éloigné de l'opinion. 2, la Chine au cœur du rapport de force, plus que les États-Unis, par ailleurs, c'était proposé, et c'est assez intéressant à noter. Et le sentiment de perte d'influence de la France dans les pays producteurs. 3, une attente d'un État stratège, que ce soit en termes de relance de l'activité ou de soutien financier des entreprises stratégiques. Et enfin, comme on avait posé ces questions juste à l'ouverture du G7, 54% des Français attendent une coordination accrue entre les 47% des normes communes de traçabilité. Bien évidemment, à un niveau international, on attend plus de coopération, ce qui n'est pas forcément la direction que l'on prend en ce moment. Merci beaucoup, Raphaël Clat, directeur général de l'Enstat. Monsieur le ministre, peut-être une réaction rapide, je profite de votre présence. Vous êtes surpris? Grâce à vous, je viens d'être viré du gouvernement. Oui, vous direz à Sébastien que c'est de ma faute. Pardon, une réaction rapide? Oui. J'ai vu le chiffre de de 73% des Français Oui. sont favorables à la relance de l'activité minière, entre parenthèses, en France ou à l'étranger. J'aurais bien aimé avoir le détail de
en France et à l'étranger, j'ai pas fait attention. À peu, Oui. à peu près au même niveau. euh, Parce que je vois l'expérience Ineris à côté de Monson. C'est pas toujours facile. Mais d'ailleurs, nous, on a décidé de tenir le cap, hein. On a décidé de tenir le cap contre vents et marées. En ce moment, par exemple, j'ai juste donné des autorisations pour faire quelques carottes, quelques carottages en Bretagne. Vous verriez la volée que je prends je prends sur le sujet. Et c'est pas grave. Je veux dire, parce que derrière, il y a la volonté politique qui est exprimée par le peuple français dans sa très grande majorité et parfois silencieuse autour de ça. Mais le peuple français est parfois un peu schizophrène. Bah, Il veut une souveraineté industrielle, mais si la mine ouvre à 100 km, il laisse de la dépense publique, Voilà. mais en même temps, Oui, il est voilà, content voilà. que L'État l'argent soit public stratège, aille bien sûr. à accompagner. Voilà, c'est comme ça. C'est notre beau pays. Merci beaucoup. Merci. Je vais devoir vous quitter parce que j'ai question orale sans défendre Voilà, au Sénat. voilà. maintenant. Allez voir Sébastien Lecornu en l'excusant. En m'excusant. Alors, je voudrais qu'on attaque cette première table ronde, donc avec la présidente d'Eramet, du groupe Eramet, évidemment, groupe minier et métallurgique, qui est présent sur 3 continents, le lithium, argentin, nickel indonésien, en passant par le manganèse gabonais. Madame la présidente, je vous en prie, installez-vous. Je vais demander aussi à Vincent Dufief, le vice-président d'Emeris, qui porte ce projet, l'Émilie, justement, de nouvelles mines de lithium, qui serait la première depuis 50 ans, je crois. Oui, à ouvrir en France. Alors, je sais pas, il paraît qu'il y a eu quelques projets. Alors, je sais pas s'ils ont été très loin, parce que là aussi, je faisais une comparaison qui n'est pas raison du tout, hein. Mais c'est vrai que pourquoi beaucoup de raffineries pétrolières ont fermé dans ce pays? Parce que la pression politique, parce que parfois la pression des habitants, parfois aussi des accidents industriels de très grande ampleur, même si rien n'est comparable. Donc, ce que je disais avec un peu de caricature, les Français sont évidemment pour la souveraineté du pays, mais à condition que tout ça soit assez loin de chez eux. On parle de raffinage ou de mines ouvertes. Et puis, Raphaël Ray, bien sûr, le président de l'A3Z, qui est l'Alliance des minerais, minéraux et métaux, qui fédère l'ensemble de la filière, Monsieur le Président, de venir nous rejoindre. Donc, je vous propose qu'on attaque sur l'état des lieux, en commençant par vous, Madame Maury. Peut-être rappeler le périmètre d'Eramet que j'ai rapidement souligné, et puis nous dire en quoi vous participez, vous, à la souveraineté industrielle sur ce sujet du pays. Alors, donc, Eramet, c'est une des rares entreprises encore minières et métallurgiques européennes, en fait très internationales, puisque aujourd'hui, nous n'extrayons rien sur le sol européen. En revanche, on a que raffinage en France et en Norvège. Aux États-Unis également. On est présent donc dans le manganèse, dans le nickel, dans le lithium et dans ce qu'on appelle les sables minéralisés, c'est-à-dire le titane et le zircon. En Indonésie, donc en Asie, en Afrique, Sénégal, Gabon, en Amérique latine, Argentine, pour l'essentiel de nos sites d'extraction, évidemment encore en Calédonie. Qui est le territoire français de certaine manière. Et puis, on a donc des sites de raffinage qui sont majoritairement en Europe et aux États-Unis. Des métaux essentiellement de la transition énergétique, puisque je rappelle qu'un certain, enfin, les métaux que je viens de citer sont dans les cathodes des batteries. Toute une série de batteries sont des batteries donc lithium-ion, donc évidemment avec du lithium, et puis avec des cathodes qu'on appelle NMC, nickel, manganèse, cobalt. Et on a du cobalt, effectivement, on produit du cobalt à partir de nos mines de nickel. Donc, des métaux liés, je dirais, à toute la chaîne de valeur de l'électrification, du stockage de l'énergie, mais aussi via le manganèse, tous les aciers spéciaux. Je rappelle que beaucoup d'aciers renforcés, et notamment pour la défense, etc., ont besoin d'une forte proportion de manganèse pour la dureté. Sur la question de en quoi est-ce on participe à la souveraineté, moi j'ai réagi effectivement quand j'ai vu que 52% des Français pensaient que effectivement la Chine avait pris de l'avance.
Je trouve ça très faible, hein. Parce que, en fait, c'est pas une avance, c'est un contrôle total de la chaîne des métaux. On est sur, en moyenne, 70% des métaux raffinés dans le monde le sont en Chine. Ils extraient directement ou indirectement entre 50 et 60%. Ils raffinent entre 80 90%. Pour les métaux les plus critiques, c'est souvent 90%. Et donc, ils sont passés, c'est plus une question d'avantage concurrentiel, on parle plus que d'avantage concurrentiel, on parle d'une prise de contrôle de la chaîne des métaux critiques. Et c'est pas grâce à un avantage géologique, parce qu'ils ont très peu de métaux sur leur territoire. Ils ont fait systématiquement depuis 20 ans, et avec une accélération sur les dernières années, ils ont pris des participations dans les mines du monde entier. Et de façon systématique, agressive, 300 milliards de dollars. Alors, quand on parlait, je suis ravie des 64 milliards, mais enfin, il faut mettre les choses donc aux 300 J'ai un peu milliards. relativisé, vous avez vu. Voilà. J'ai un peu relativisé. 300 milliards sur les dernières années et surtout rien que sur l'année 2025, 33 milliards d'investissement de la Chine en dehors de son territoire pour sécuriser des gisements. Donc la Chine n'a pas une géologie favorable et donc elle est allée prendre des gisements partout dans le monde pour sécuriser ces chaînes de valeur critiques. Et en plus, elle ne l'a pas fait de façon cachée, à bas bruit. Elle l'a écrit systématiquement dans ses 3 derniers plans quinquennaux. Il suffisait de lire les plans. Elle a dit qu'elle le ferait, elle l'a fait. Donc, élément de souveraineté, c'est on a encore, à travers des entreprises comme Eramet, nous les Européens, accès à un certain nombre de gisements dans le monde. On a des capacités d'exploration, donc on peut aller explorer des nouveaux gisements encore non découverts. Il faut absolument avoir la même stratégie. Il y a effectivement un peu de matières premières sur le sol européen, mais si vous regardez une carte, et j'aurais pu la porter des ressources mondiales de métaux, tout simplement, vous avez un grand trou qui est l'Europe. L'Europe est très peu riche géologiquement donc en métaux. Il y a certaines choses et il faut les exploiter, hein, c'est ce que nous essayons de faire, mais c'est pas par hasard si le Raw Material Act a dit 10% d'objectifs d'extraction sur le sol européen, ça veut dire qu'on acte que 90% sera importé d'ailleurs. Et donc, avoir la capacité, comme des entreprises comme nous, de savoir opérer à l'étranger, d'opérer avec des partenariats dans des pays riches en ressources pour pouvoir sécuriser l'approvisionnement de l'Europe en métaux critiques, c'est absolument clé. Avec, me semble-t-il, juste pour ajouter sur la stratégie chinoise, et ça aussi, il suffisait de lire en tout cas des résumés des plans quinquennaux pour s'en apercevoir, c'est que les nouvelles routes de la soie chinoises permettent à des pays de voir leurs infrastructures financées par la Chine, des ponts, des routes. Et comment la Chine se paye? Eh ben, la Chine se paye en récupérant, souvent à bas prix, ces minerais critiques dans les pays traversés. Absolument. Et donc, la Chine a eu cette stratégie et continue à l'avoir. Et elle offre un package, hein, et en plus elle résonne, et là je réagissais aussi à ce que vous disiez sur le raffinage, qui est tout à fait vrai, ce que disait le ministre. C'est-à-dire que vous avez la matière première et vous avez après effectivement le raffinage. Donc on peut reconstituer des capacités de raffinage parce qu'une raffinerie, ça se construit, j'allais dire un peu où on veut. Après, il y a des questions de compétitivité, mais ça se construit. Une mine, elle est là où il y a la ressource. On ne choisit pas où on la met. Il faut aller à l'endroit où il y a la ressource. Et ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. La Chine a fait l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'elle a sécurisé la ressource, comme je le disais, dans les pays riches en ressources. Et puis, elle a construit massivement des capacités de raffinage sur son territoire pour être totalement intégrée sur sa chaîne de valeur. Et elle a choisi, elle ne l'a pas fait sur toute
les industries. Elle a dit clairement, ce qui est critique, c'est l'énergie, la défense, les technologies, des semi-conducteurs, etc. Donc, elle a listé ces industries stratégiques. Elle a dit, qu'est-ce qu'il me faut comme matière sur ces industries? Où sont-elles? Et puis, systématiquement, elle a bâti L'intégration des chaînes totale de de la valeur chaîne de valeur. intégrées. Alors, peut-être passer le micro à votre voisin, Madame Bory, Vincent Duffief. Alors, bon, je disais il y a 50 ans, alors, un peu, bon, mais en fait, racontez-nous l'histoire du projet Émilie, de l'ouverture de cette chaîne de lithium, de ses capacités, qu'est-ce combien de tonnes on va y produire? Est-ce que ce sera compétitif? Est-ce que ce projet peut en appeler d'autres? Parce que là, c'est une source d'espoir, évidemment, et d'intérêt. Absolument. Peut-être quelques mots avant sur le groupe Imerys, que Oui, tout monsieur. le monde ne connaissait pas. Donc Imerys, c'est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie. Donc on produit des minéraux, le ministre disait 40 pays, en fait c'est 50. Et on a 150 sites industriels dans le monde. Alors on produit l'aurait des métaux, hormis le lithium, qui sera notre premier métal. On produit des minéraux, et là encore, qui sont dans tous les usages du quotidien. Donc, on a des minéraux Imerys dans la teinture, dans les verres, des applications pour les véhicules, évidemment, parce qu'on produit du graphite pour les batteries. On produit un minéral que tout le monde connaît, qui est le talc, qui sert à la cosmétique, évidemment, comme chacun sait, mais également à alléger les polymères, donc qui sert dans les véhicules électriques. On produit également du quartz de haute pureté, qui sert à faire aussi bien des panneaux solaires que des semi-conducteurs, du kaolin, qui sert à faire de la porcelaine, et également de la diatomie, par exemple, qui sert à la filtration du plasma sanguin. Donc on est vraiment dans l'extraction, donc ça fait de nous un groupe minier, mais également dans la transformation, puisqu'on est capable de raffiner les minéraux qu'on extrait pour les mettre aux normes et selon les spécificités de nos clients en fonction des usages qu'ils souhaitent. Ça, c'est pour notre expertise actuelle. Le futur, c'est notamment le projet Émilie dont vous parliez. Donc, le projet Émilie, c'est un projet de mine de lithium qui se trouve dans l'Allier, au cœur de la France, sur une carrière de kaolin. Donc, je vous parlais du kaolin qui est ce minéral extrait d'un bloc granitique qui fait la porcelaine. Et sous la carrière de kaolin, donc dans le gisement granitique, se trouvent des micas qui contiennent eux-mêmes ce fameux lithium. Alors le lithium, on sait qu'il est là depuis des décennies, puisque à l'époque, les communistes locaux voulaient exploiter le lithium. Depuis le Covid, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas forcément si évident de produire du lithium en France, donc on s'est intéressé à ce qu'il y avait réellement dans ce gisement. Donc on a mené des études géologiques, sismiques, pour qualifier le gisement, et on a investi plus de 100 millions d'euros pour ça, donc c'est pas rien. Et ça nous a permis de qualifier scientifiquement ce gisement comme étant l'un des 5 plus gros gisements de roches au monde de lithium en France. Donc c'est pas rien, c'est un gisement à haute teneur de lithium, donc c'est-à-dire qu'il y a 1% du minerai, plus d'1% qui contient du lithium, et il a une forme assez intéressante. On en reparlera sur le sujet de l'acceptabilité, puisqu'il permet en réalité d'avoir un impact assez modéré sur le territoire. Émilie, ça pourrait permettre de produire 34 000 tonnes de lithium par an, donc 700 000 véhicules électriques, et donc de répondre à une grande partie de la demande européenne en lithium. Donc voilà un petit peu les caractéristiques principales de ce projet, donc qui évidemment pourrait approvisionner le marché français et européen des batteries, et donc en ce sens est très clairement un pilier de la souveraineté. Peut-être question que j'ajoute, où vous dites ça pourrait être une solution pour le marché européen. Parfois, nos partenaires européens font plus ou moins bon accueil, parce qu'évidemment, est-ce que là, vous sentez qu'il y a une volonté européenne? Je disais, l'Europe, sur ce sujet-là, est pris entre la Chine et les États-Unis. Parce que les Européens, les 27, 26, sont conscients du fait que c'est un vrai plus pour notre continent. Alors ça dépend quand on parle. Si on parle des pays, je pense que tous les pays européens sont bien conscients qu'on a besoin de développer une production de lithium en Europe. La vraie question, c'est évidemment, on aura besoin de tous les lithiums. La demande est phénoménale en lithium pour alimenter évidemment toutes les mobilités électriques. Et je crois que la vraie question, on n'en a pas parlé, mais c'est le défi climatique. À la base de la base, on fait du lithium pour produire des batteries pour des véhicules électriques.
Et le défi climatique, il ne va pas s'arranger comme ça en 2 jours. Et je crois que tous les pays européens et tout le monde se met d'accord pour répondre à ce défi. Bon, évidemment, il y a ensuite là, le lithium qui pourra servir au data center, qui est aussi un enjeu majeur pour l'Europe. Je crois qu'avec l'intelligence artificielle et tous ces sujets, on a quand même envie d'avoir des data centers en Europe. Et si on veut être souverain, il faut être capable de produire du lithium en Europe. Alors, c'était un peu la deuxième question. Évidemment, on aura besoin du lithium ailleurs qu'en Europe. Évidemment, il faudra conclure des partenariats avec les autres pays. Mais une mine de lithium, ça met 10 ans à être produit. Donc, si on ne fera pas cette mine aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y aura pas de mine de lithium en Europe. Jamais. Parce que le temps qu'on la construise, si on l'abandonne, les Asiatiques, qui eux savent produire du lithium, auront gagné la course. Et nous, on ne pourra plus, c'est ce que expliquait tout à l'heure monsieur, on n'aura plus le temps de construire une mine si on le fait là maintenant. Raphaël, votre point de vue à la fois sur ce qu'on vient de dire, et puis je parlais du G7 tout à l'heure, sur ce G7 d'Évian avec les projets identifiés, genre 195, 64 milliards d'euros. On verra, c'est comme Just France, hein. Il y a les promesses d'investissement, puis il y a ce qui se réalise vraiment. Est-ce que ce G7 d'Évian, dont on parle depuis le début, est un véritable tournant pour l'ensemble de notre sujet? Donc oui, un mot, j'avais plein de mots. On pourrait rebondir sur ce qui a été dit avant. Alors G7, il y a le G7 d'Évian, mais il y a aussi des réunions préparatoires du G7 qui ont eu lieu à Bercy, B7, etc. Donc c'est prise de conscience et de consolidation. On a entendu parler en parallèle par le président Macron, chez Emeris, dans l'Allier, des projets cathédrales. Alors je ne sais pas si on peut faire un lien entre les 190 projets des projets cathédrales, qui sont beaucoup plus larges que les projets justement liés aux métaux critiques. Et j'en parle parce qu'effectivement, en tant qu'A3M, on a pu participer, on a pu contribuer. Et je suis assez satisfait de voir que dans nos adhérents, on a à peu près 70 adhérents, la grande majorité porte des projets et qui s'inscrivent justement dans les projets qui ont été portés au niveau du G7 et des projets les projets cathédrales. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique. Après, une petite remarque, les projets du G7, c'est pas que des projets français, hein. C'est des projets en partenariat avec des pays avec qui on va devoir se développer. Et Christelle l'a dit juste avant, hein, on doit se développer avec d'autres pays. Donc on ne sera pas seul. On parle beaucoup de la Chine. Il n'y a pas que la Chine. Eramet est sur l'Indonésie. Il faut savoir que l'Indonésie a une énorme politique de développement de terres rares. Et la Chine est très trustée par les Chinois, mais aussi l'Inde commence à s'y intéresser. Et je vais essayer de faire un lien pour rebondir, parler de manganèse, hein, notamment pour la partie des cuirassés et puis le renforcement. Je suis aussi directeur d'une entreprise qui fabrique de l'acier inoxydable. Et dans l'acier inoxydable, c'est que des alliages. Donc, en tant qu'industriel, ce qui est question de positionnement des industriels de Laval, là, on est juste un rang après l'extraction minière, mais on utilise du nickel, du manganèse, du molybdène. Et même sur des produits qui semblent moins rares, on commence à avoir quand même des risques et des pénuries. Et on voit avec la vassalisation de l'Europe et de la France vis-à-vis de la Chine, on s'attend à ce qu'il y ait des représailles. Et je fais un autre point lié au lien entre les chaînes industrielles. Il y a un produit dont on parle pas beaucoup, mais l'aéronautique en parle beaucoup, c'est le tungstène et le carbure de tungstène. Parce qu'en fait, je crois que si on doit retenir une chose, et c'est un peu la vertu, et c'est pour ça que je me suis engagé en début d'année dans la 3M, c'est qu'on essaye de faire de lien entre l'ensemble des chaînes industrielles, de l'amont et de l'aval. Et la chaîne industrielle aval a un rôle important à jouer, notamment dans sa capacité à s'engager auprès des partenaires que nous pouvons représenter au travers de l'association, la fédération. Et si on prend le tungstène aujourd'hui, il faut savoir que l'ensemble des pièces usinées qui vont dans les véhicules, dans la mobilité, dans l'énergie, sont des pièces qui sont usées avec du carbure de tungstène. Aujourd'hui, 78% du tungstène vient de Chine. Les Chinois ont décidé, dans le cadre de la dualité des usages, donc civils et militaires, de ne plus livrer. Ça veut dire que dans quelques mois, il est possible qu'on ne soit plus capable de fabriquer des pièces. Donc on n'est même pas sur les terres rares, on est sur des éléments de base dont on ne parle pas suffisamment. Et je rebondis effectivement sur ce qui a été présenté. 60% des gens sont conscients, c'est pas suffisant. Parce qu'avec tout ce qu'on raconte aujourd'hui à la télé, c'est vraiment pas suffisant pour faire accepter que ces chaînes industrielles soient interconnectées. Et donc, le point de vue, c'est qu'aujourd'hui, je disais, chaque acteur industriel de la filière, donc des mines, des métaux et de l'acier sont fédérés, mais c'est pas suffisant. Et un des enjeux majeurs, c'est que les donneurs d'ordre, qui bien souvent sont en relation avec leurs fournisseurs de rang 2, pour les fournisseurs de rang 1, délèguent finalement la responsabilité à la chaîne de valeur de s'intéresser
à la rareté et à la souveraineté des métaux. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que effectivement, quand la Chine va réagir et à la rentrée, elle va réagir fortement parce que l'Europe veut faire passer ce qu'on appelle l'Industrial Accelerator Act, il risque d'avoir des pénuries. Et là, ça sera plus 60%, ça va être 70, 75, 80% des acteurs qui vont commencer à se rendre compte de l'intérêt. Donc, il y a des projets, on porte des projets, tous les acteurs qu'on représente portent des projets, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ces projets soient inscrits dans les stratégies de grands donneurs d'ordre. Et on a une chance, c'est qu'en France, pratiquement en France et en Europe, on a des grands donneurs d'ordre dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans le nucléaire notamment, qui doivent prendre conscience. Et j'espère que cette journée d'aujourd'hui doit permettre de mieux partager cette ambition-là. Et si la chaîne industrielle complète prend conscience, on va pouvoir se développer collectivement. Alors, on va parler de stratégie des grands donneurs d'ordre. Il y en a un, évidemment, qui est central dans un pays comme le nôtre, c'est l'État. Donc, on attend voilà, peut-être un cadre précis de l'État stratège. Je propose qu'on écoute ensemble le délégué interministériel aux minerais critiques, Benjamin Gadezo, qui est en Inde, je crois qu'il dit au début de son message, et qui, justement, sur la question d'État stratège, voulait nous adresser ce message. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je regrette de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je suis en déplacement en Inde dans le cadre du partenariat que nous avons avec ce pays sur les minerais et métaux stratégiques. Alors, finalement, quels sont les éléments qui diront dans 5-10 ans, est-ce qu'on a réussi, est-ce que notre stratégie a été un succès, quel est l'objectif? Alors, moi, je vois trois éléments. Le premier, c'est d'avoir franchi une étape dans la mise en place par les industriels à l'aval de stratégies d'approvisionnement diversifiées. On a encore aujourd'hui beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. C'est ça la clé qui permet de diversifier les approvisionnements. C'est une volonté claire au niveau des maîtres d'œuvre de prendre en compte cette question de la diversification. Des progrès ont été faits au cours des dernières années, mais on a encore un chemin important à franchir. Le deuxième élément, c'est le succès finalement des projets que l'on a lancés. Et les deux sont liés, puisque pour que ces projets soient un succès, il faut aussi que du côté de l'aval, nos industriels y participent à travers des contrats, des offtake. Alors, ces projets, c'est d'une part ce que l'on fait sur le territoire national et au niveau européen, et qui consiste à développer les différentes briques dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit l'extraction, le raffinage, le recyclage. Et chacune de ces étapes est une étape essentielle. Alors, on n'a pas nécessairement la possibilité ou les ressources pour extraire sur l'ensemble des métaux. Donc, l'enjeu, c'est de développer ce qui est disponible sur le territoire national et européen, chaque fois que possible. Et puis, évidemment, sur la transformation et sur le recyclage, là, j'allais dire, nous avons toutes les technologies, nous avons toutes les possibilités. Et donc, c'est d'ailleurs pour cette raison que dans le portefeuille de projets que nous avons au niveau national, en tout 7 milliards, une grande partie concerne le raffinage et la transformation. Mais il y a des projets d'extraction tout à fait importants. Et puis, le deuxième pilier de notre stratégie, il concerne le niveau international. La souveraineté d'approvisionnement, ça n'est pas l'autarcie. La souveraineté d'approvisionnement, c'est avoir un portefeuille diversifié d'approvisionnement avec un socle national et européen, mais avec un certain nombre d'approvisionnements internationaux diversifiés. Et là-dessus, c'est le sujet sur lequel nous travaillons avec un très grand nombre de partenaires, une vingtaine de partenaires en tout, et des projets qui se lancent dans tous ces pays et sur lesquels on construit des liens, les industriels français construisent des liens avec ces projets à l'international. Donc voilà la clé, une prise de conscience plus forte de nos industriels de la nécessité de diversifier l'approvisionnement, et puis, le succès de ces projets qui ont été lancés, qui sont très conséquents, qui permettent pour des filières très importantes d'atteindre ces objectifs de diversification. Alors ensuite, la question c'est quels sont les freins, quelles sont les principales difficultés. Je pense qu'au point où on en est, la principale difficulté reste, si je puis dire, la volonté à l'aval des industriels
de réellement prendre en compte les risques liés à l'absence de diversification des approvisionnements. Encore une fois, des progrès ont été faits, mais on a besoin d'une meilleure connaissance par les industriels de leur chaîne de valeur et nous les aidons pour le faire. Nous avons mis en place les outils pour le faire, mais d'abord et avant tout, d'une volonté de ces industriels de regarder non pas simplement le coût, non pas simplement l'achat le moins cher, mais l'achat qui présente aussi des bonnes conditions de sécurité d'approvisionnement. Et compte tenu des restrictions de plus en plus importantes et des contrôles à l'exportation, il est clair que une des stratégies dans lesquelles il y a des concentrations trop fortes auprès d'un nombre limité de pays font courir des risques extrêmement importants. Et je rappelle que dans les métaux critiques, le plus souvent, la valeur de ces métaux dans le produit final est relativement limitée. Et donc, il faut réellement, dans une logique, si je puis dire, assurantielle, que les industriels mettent en place cette diversité des approvisionnements. Il y a bien d'autres enjeux, le financement, mais le secteur financier, et y compris grâce aux aides publiques, est maintenant fortement mobilisé. L'acceptabilité, mais je constate que sur le territoire national, les projets que nous développons, quel que soit d'ailleurs le stade, sont plutôt bien acceptés. Nous avons des règles environnementales qui sont de très haut niveau et la technologie, mais la technologie et les ressources humaines, nous les avons en France et en Europe. Ça ne me paraît pas être une difficulté majeure. Voilà, merci à Benjamin Galezo, donc le délégué interministériel aux minerais critiques. Et bon, moi je retiens 3 points, Christelle Bory. Je retiens la clé dans l'aval. Je retiens 7 milliards investis en raffinage et en transformation, pas si c'est un chiffre important, éloquent ou pas. Et puis je retiens aussi un mot fort, sur lequel peut-être on peut rebondir, que la souveraineté, c'est pas l'autarcie. Souveraineté, c'est pas l'autarcie. Il faut des portefeuilles diversifiés en Europe et à l'international. Votre réaction? On passe au deuxième axe de notre débat sur justement reconstruire la chaîne de valeur et financer le risque. Mais sur ce que vient de dire le délégué interministériel, madame. Oui, je voulais réagir sur la question de l'aval et il a mentionné les off-take. Aujourd'hui, pour obtenir des financements en Europe pour des projets, on nous demande d'avoir un contrat d'off-take. Mais c'est pas qu'en France, hein. L'Allemagne fait la même chose, etc. Avec des industriels aval. En gros, on dit, nous, on veut bien nous financer, mais avant, signer un truc avec Renault sur ses batteries, signer un truc avec un industriel allemand qui sécurise votre frais. L'industriel en question, il n'a pas forcément besoin tout de suite de ces volumes. Et on a un problème de décalage temporel que on est les seuls à avoir. On a parlé de la Chine. La Chine, elle a construit sa chaîne de valeur. Quand elle est allée chercher des mines sur le territoire, elle n'a pas dit alors, vous avez un contrat avec qui? Elle a mis la main sur les gisements et après, elle a vu ce qu'elle pouvait en faire. Les Américains font la même chose. Les Américains, aujourd'hui, en Australie, partout, etc., il y a un gisement qui passe. Les gisements, ils sont rares. Il a été dit, on met 10 à 15 ans à les développer. Donc, en fait, un gisement que vous identifiez aujourd'hui, il produira dans 10-15 ans. Si on dit à Renault, ouais, alors signe-moi un truc pour que tu aies de la matière dans 10-15 ans, il ne raisonne pas comme ça. Donc, en fait, il faut avoir une stratégie complètement différente. Les gisements sont rares. Quand ils apparaissent, il faut mettre la main dessus. Après, au pire, j'allais dire, vous n'utilisez pas, vous vendrez la matière sur le marché. Et sinon, vous avez l'option de diriger les métaux ou les matières critiques sur votre territoire au moment où la mine sera en production. Les Américains font la même chose aujourd'hui. Et vous avez parlé de Mountain Pass, c'est pas l'aval, c'est pas les industriels américains qui ont financé, c'est le Department of Defense. Et ils ont signé, vous parliez d'une prise de participation, mais le truc le plus important, c'est pas la prise de participation. Le truc le plus important qui a déclenché la réouverture, c'est un contrat à 10 ans à prix fixe. Le Department of Defense leur a dit, quoi qu'il arrive, je vous prends vos volumes
un prix minimum de temps. Et à ce moment-là, vous faites vos calculs, vous dites, bon, j'ai un retour sur investissement avec ce prix, j'y vais. Je ne suis plus à la merci de ce que vous avez expliqué, des Chinois qui dumpent le prix, et puis mon projet, dans 2 ans, si ça se trouve, il va se retrouver totalement non rentable. Et nous, il faut qu'on arrive à faire ce genre de choses-là. Il faut qu'on Et arrive à faire ça en Europe. il faut qu'on arrive à faire ça en Europe. Et sinon, on aura beaucoup de mal à ouvrir il y a une notion du risque. Aujourd'hui, quand on va voir un outil de financement européen ou une banque, etc., la notion du risque, elle est dans des pays surtout qui sont géopolitiquement très risqués. Moi, quand on a ouvert notre gisement en Argentine, je suis allée voir tous les outils qui étaient là. On m'a dit, oh, non, l'Argentine, c'est quand même. L'Argentine, ça fait défaut. On ne peut pas financer l'Argentine. Oui, mais enfin, on a 60% des ressources de lithium mondiales qui sont entre le nord de l'Argentine, le nord du Chili, le sud de la Bolivie. Vous préférez être la Bolivie? Bon, non. Donc, on fait quoi? Et donc, le point, c'est il faut qu'on change de logiciel. Et Laval, oui, bien sûr, Laval doit prendre ses responsabilités. Mais en fait, la mine, c'est le temps long. Et le temps long, c'est des stratégies étatiques. Peut-être un mot sur ce sujet, Raphaël, sur la question des outils. La présidente d'Eramet vient d'en parler, mais plus globalement, quelle est la vision de quel outil la filière, les filières ont-elles encore besoin pour accélérer l'investissement? C'est quoi? C'est des contrats d'achat à long terme? C'est être dans l'égalité parfaite avec ses concurrents illibéraux, les États-Unis ou dictatoriaux, la Chine? C'est l'harmonisation européenne peut-être aussi? Quel est votre point de vue? Déjà, Christelle a déjà élaboré quelques éléments de réponse. En fait, on partage ces éléments de réponse sans s'être forcément concerné. Et quand même une question de compétitivité dans tout ça. Enfin, je sais pas. Effectivement, c'est un des premiers critères. Il faut travailler sur cette compétitivité. Et je veux pas. On fait de la politique. Je fais un France Industrie, un UMR. On essaie de travailler pour que les entreprises françaises puissent être compétitives. Or, on sait très bien que c'est pas le premier critère qui vient à l'idée de tout le monde quand on parle de compétitivité. Ça veut dire avoir accès à une énergie. Alors, elle est décarbonée, c'est très bien, mais qui reste stable et compétitive. Si on compare le coût de l'énergie avec celle utilisée aux États-Unis, je pense pour regarder, il y a un rapport de 3 à 4. Il y a les délais. Après, il y a des délais qui sont incompressibles. Vincent expliquait la durée de tout projet industriel, on est bien facile pour le savoir, prendre du temps. Et en fait, la pénurie parfois peut créer des rallongements de délai. Je gère beaucoup de projets d'investissement, des trucs qu'on faisait en 6 mois il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça peut prendre 1 an et demi. Moins de compétences, mais aussi pas toujours la disponibilité. Donc ça, il faut aussi voir le lien entre tout ça. Et je ne parle pas d'acceptabilité, on reviendra tout à l'heure dessus. Il y a bien sûr les normes, l'aspect normatif. Vous disiez, on ne travaille pas sur des alors je ne parle pas que des normes environnementales, la partie de normes sociales. Et puis les conditions de marché qui peuvent créer soit un handicap, soit être favorisés. Ensuite, on parle de l'aspect bankable, c'est-à-dire que des partenaires financiers essaient de parler de risques. Il n'y a pas que quand on veut, je suis bien placé pour le savoir, développer une mine en Afrique, il y a des risques. Aujourd'hui, simplement un permis d'exploitation est attaqué par quelques riverains. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec les institutions financières, simplement le fait que vous ayez une plainte ou je plainte, l'accès au financement peut être remis en question. C'est dramatique. Et il ne suffit pas de 60% de gens qui soient pour. Il suffit qu'il y ait 10, 15, 20 personnes qui montent un collectif qui soit suffisamment écouté pour freiner la capacité d'accès aux finances. J'en parle parce qu'aujourd'hui, j'ai un projet qui s'appelle Ugiri en Savoie, qui est un projet sur un site brownfield. On a les autorisations, les pouvoirs publics qui nous aident. On a 200% d'off-tech, même pas 200% d'off-tech. Mais aujourd'hui, ça traîne parce qu'effectivement, il y a quelques réactions locales qui font que les institutions financières ne nous suivent pas forcément, en tout cas dans les délais. Donc, cette histoire de bankabilité, de conditions d'accès, je dirais, est quelque chose d'important. Je vais rebondir sur des choses très concrètes. Christine parlait des États-Unis, etc. Il y a le Canada, qui n'est pas très loin, qui lance des off-tech. Donc, l'État s'engage
Je crois que c'est dans la partie graphite, un nouveau banc de graphite. L'État canadien garantit l'achat de 30 000 tonnes par an. Donc vous exploitez, je garantis. Le producteur reste libre de trouver ses clients. S'il n'y a pas de clients, c'est le gouvernement, l'État qui achète. Une fois qu'il y a des clients, ben, effectivement, il y a un développement et puis il y a une entente, une collaboration avec l'État. Donc les revenus sont sécurisés, les investisseurs sont rassurés. Donc l'aspect bankable, il est aussi comment on rassure. Vous avez parlé d'une plainte, mais effectivement, c'est des conditions qui peuvent fonctionner. Donc on sécurise 80% de la production, ce qui permet de faciliter l'accès aux investissements, ce qui permet de développer le projet, d'avancer. L'État ne régule pas le marché dans ce cadre-là, il s'engage. Et il joue un rôle de garant. Et donc, la notion de garantie elle est importante. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État, les pouvoirs publics doivent être là pour donner un certain nombre de garanties. Et enfin, Christelle parlait des États-Unis. Effectivement, la notion de prix plancher, c'est une discussion qu'on a actuellement. Je ne vais pas dire un prix maxi, ça veut dire un prix plancher qui permet de garantir justement de démarrer des projets. Puisque de toute façon, si vous ne régulez pas les prix, les Asiatiques vont toujours pouvoir baisser, réguler ou déréguler les prix comme ils voudront, ce qui vous empêchera de démarrer tout projet. Donc, cette notion de prix plancher est une discussion, au même titre que les stocks stratégiques, mais je pense que la garantie peut représenter des stocks stratégiques. Et les États-Unis, vous parliez de Solvay ce matin, il faut savoir que Solvay a quand même vendu pas mal de ses productions aux États-Unis pour renflouer les stocks. Je ne sais pas si on en parlé ou pas, mais c'est la réalité. Donc, on va se retrouver peut-être sans stock d'un côté, sans dynamique de projet avec les Chinois qui nous livreront plus. Donc, on a les quelques enjeux, c'est ça. Je pense qu'on est allié avec Akistes, c'est ce qu'elle a mis en avant aujourd'hui, mais voilà quelques éléments qui nous semblent être importants. Et je finis. On a rédigé avec R3R. C'est parti. On a proposé une note collective sur les mécaniques favorisant la bancabilité et la rentabilité des projets industriels des filières minéraux et métaux. Il y a un petit document qui est sorti hier, qu'on a validé. Donc, il y a disposition et qui peut donner quelques solutions. Le ministre, je l'aurais donné, pardon, Ouais. mais du coup, Ben, on lui fera il passer. est là. On lui fera On le passer. fera passer. Merci. Sur le projet Émilie, quels sont justement, à la lumière de ce qu'il vient d'être dit, les freins, les accélérateurs, les craintes par rapport à ce niveau de compétitivité ailleurs aux États-Unis ou en Chine? Quels sont aujourd'hui vos freins, vos craintes ou vos accélérateurs du côté de l'État, je ne sais pas, ou du côté environnemental ou du côté des associations? Comment ça se passe? Bah, très clairement, développer un projet minier en France, en Europe, on va pas se mentir, ça coûte un peu plus cher qu'ailleurs. Tant au niveau de l'investissement de base, on parlera après de l'acceptabilité, mais un projet comme Émilie, pour vivre, il doit être acceptable. Donc, il a été conçu dès l'origine avec des choix industriels qui le rendent acceptable, mine souterraine notamment, mais qui le rendent un petit peu plus cher aussi. Donc, pour être compétitif, on a eu besoin d'un soutien de l'État qui vient d'une part par le mécanisme de subvention, donc on a bénéficié du crédit impôt industrie verte, et on a également eu des subventions européennes, Innovation Fund. Ces subventions, elles sont bien, on est ravis, mais elles arrivent au moment de la décision finale d'investissement. Donc parfois, ça arrive trop tard. On n'a pas parlé d'ICAD Viridian Lithium, qui est une entreprise qui faisait du raffinage de lithium, qui a fait faillite, qui avait ces subventions, mais qui sont arrivées trop tard. Ça, c'est un vrai sujet. Donc le sujet de l'aide de l'État, il est fondamental. Il permet en gros ce que j'appelle de compenser le surcoût ESG. C'est-à-dire que là, sur un projet comme Émilie, finalement, la subvention, elle va nous aider à offsetter ce qu'on paye en plus pour avoir un projet qui soit 100% green. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'un projet de mine en Europe, c'est assez risqué et c'est un peu perçu comme tel parmi les investisseurs, notamment européens. Au Canada, en Australie, les investisseurs, ils connaissent la mine, ils savent investir, ça leur fait de la peur. En Europe, quand on va voir un investisseur un site pour lui dire bah, on met une mine de lithium dans l'Allier, il le regarde un peu bizarrement en disant c'est quand même un peu risqué votre truc. Alors, on a des éléments de réponse, mais il n'empêche qu'il y a un peu cette frilosité. Et on a eu la chance, je dis, une chance méritée, mais un soutien de l'État qui a pris via la Banque des Territoires récemment une participation en equity à hauteur de 50 millions d'euros dans le projet. Ce qui déjà aide le financement du projet, mais surtout, et c'est presque plus important, rassure les autres investisseurs sur la capacité et le sérieux de ce projet. Donc ça, c'est extrêmement important, évidemment. Au-delà du soutien financier direct, pour nous, il y a quand même un sujet de réglementation européenne dont on n'a pas encore parlé, mais qui est en fait fondamental. On a le CRMA, donc ce fameux Critical Raw Material Act, qui prévoit des objectifs, des ambitions de production de lithium, notamment en Europe. Mais concrètement,
qui se traduisent en rien. Donc c'est sympa, on a une ambition, mais au final, comment la rendre concrète? Et c'est le travail qu'on fait avec les entreprises qui vont produire ou qui produisent du lithium en Europe, Eramet, Lithium de France, nous-mêmes, Sibanye Stillwater, on est un certain nombre à avoir soutenu une initiative visant un amendement de l'Industrial Accelerator Act pour demander aux législateurs européens d'inclure des seuils de lithium qui doivent être produits, donc extraits, raffinés, recyclés en Europe. Là encore, on a fixé des objectifs qui se veulent conformes à la réalité des chiffres. C'est-à-dire, encore une fois, on considère que l'Europe est capable de produire, allez, 20% en 2035 de ses besoins en lithium. Encore une fois, il y aura besoin d'autres lithium ailleurs dans le monde, mais ce qu'on peut produire en France, au moins que ce soit soutenu. Et l'idée, c'est que les industriels de l'automobile, de la batterie, qui bénéficient de subventions européennes, qui bénéficient du marché européen, quelque part, jouent le jeu et acceptent de se Et fournir. là, sans production quand on européenne. investit en France, coûts salariaux, accumulation de normes de tous ordres, on peut encore être compétitif dans ce pays. Évidemment, en réalité, le surcoût il est au niveau du CAPEX, donc de leurs émissions fournisseurs. Ensuite, les OPEX, la réalité, c'est que c'est quasiment similaire. Donc, on n'est pas non compétitif quand on produit du lithium en Europe sur la vie du projet. Alors, je voudrais qu'on aborde la troisième partie de ce débat avant que Arnaud Demorny de l'École de guerre économique vienne nous faire un point. On l'a baptisé, ce troisième axe, le modèle de demain, acceptabilité, à l'instant Raphaël Ray en parlait, et partenariat. Alors peut-être avec vous, Madame Bory, si j'étais, je sais pas, un client, j'ai envie de... Alors, je connais les normes environnementales d'Eramet, elles sont parmi les plus élevées au monde dans ce secteur. Si j'étais un client, qu'est-ce que Eramet m'offre pour pouvoir développer un partenariat en vue de sécuriser cette fameuse chaîne de valeur? Alors, dans ce cas, vous êtes un client européen. Oui, Mais en fait, outre, effectivement, de toute façon, ces produits se vendent à des prix de marché. Alors, on appelle de nos voeux le fait d'avoir des systèmes de prix planchers pour éviter ces phénomènes de dumping que les Chinois savent pratiquer et pour tuer des concurrents à un moment qui après ils remontent les prix. Donc, c'est à ça que servent les prix planchers qui après on vend au prix de marché. Donc, on n'offre pas quelque chose de plus compétitif, on offre quelque chose de plus sécurisé. Et en fait, c'est la notion de contrôle dont je parlais tout à l'heure. C'est non seulement donc des approvisionnements plus sécurisés, donc pas sous l'emprise d'une autre, je dirais, d'une autre puissance, de qualité, comme vous disiez, avec une traçabilité et avec des normes environnementales qui sont en ligne avec les meilleurs standards européens. Donc, je dirais, c'est ça qu'on peut offrir, qu'offrent les alternatives qui sont sur le sol européen, mais qu'offrent aussi des alternatives avec des acteurs comme nous, ou d'autres d'ailleurs acteurs occidentaux qui respectent les mêmes standards. C'est des produits dans des normes environnementales et sociétales, j'insiste sur le sociétal, qui sont dans les meilleurs standards et qui ne sont pas sous le contrôle de puissances étrangères. mais Alors, justement, ça, Madame Bory, derrière, justement, justement, ouais. pardonnez-moi de vous interrompre, mais on l'a vu dans un autre secteur, avec la signature du traité du Mercosur. La fameuse application respect des clauses miroirs, produisait à l'autre bout du monde avec les mêmes standards environnementaux ou sociétaux qu'on oblige nos agriculteurs en France à produire. Est-ce qu'on est certain, la réponse est sans doute dans la question, que ces normes environnementales, ces normes sociétales sont respectées ailleurs, Alors, là, notamment sur des continents où la question sociale est importante? Là, on ne parle pas des grands traités, on parle d'une société. Et nous n'appliquons pas les normes du pays, nous appliquons nos propres standards partout dans le monde. On ne fait pas de Et différence. par rapport à l'origine de ces minéraux critiques, est-ce Bah, que les clients mettent ça en regard? C'est-à-dire, ils sont évidemment intéressés, obligés
d'avoir des minerais qui respectent ces standards environnementaux. Ils se Alors, font pas. après il y a deux choses. C'est les standards que vont appliquer nos clients. Est-ce qu'ils se mettent des normes environnementales élevées ou pas? Est-ce qu'ils valorisent ça dans leurs achats ou pas? La réalité aujourd'hui, j'allais dire, force fait loi, dans les terres rares, elles ne sont pas du tout produites dans les normes environnementales, ni sociétales, encore moins. Et je veux dire, 60% en Chine, le reste en Birmanie, parce que la Chine, sur cette partie-là, trouvait que quand même la Chine trouvait qu'au niveau environnemental, c'était pas terrible. Ou même Il au fallait Congo, il valait mieux aller le faire il y a des en pays qui, Birmanie. oui. Évidemment, on fait pas la fine bouche parce que, en fait, on n'en a pas des terres rares. Donc, en fait, on achète ce qu'il y a sur le marché et évidemment, Et c'est pas pardonnez-moi, en bonne on norme. pourrait pas, l'Europe de Bruxelles pourrait pas imposer aux industries qui emploient dans leur production ce type de minerais critiques de les acheter de la part, enfin, de groupes qui respectent, parce que ce serait une barrière à l'entrée qui ne serait pas tarifaire. Absolument, et il faut tendre vers ça, et c'est pour ça qu'il faut aider des sociétés occidentales, évidemment des sociétés européennes, mais des sociétés australiennes. Enfin, là, on parlait du G7, mais le monde occidental doit faire front parce qu'on trouve quand même beaucoup de sociétés qui travaillent avec des bons standards dans ces pays-là et qui vont pouvoir répondre à ces normes. Aujourd'hui, encore faut-il qu'il y ait la disponibilité. C'était mon point de départ. C'est que aujourd'hui, sur certains métaux, le problème, c'est que nos industriels en aval n'ont pas le choix. Donc, il faut créer ce choix. Et créer ce choix, c'est effectivement soutenir des initiatives au niveau bankabilité, au niveau local content, au niveau des prix planchers, au niveau des quotas. Enfin, il y a des tas d'outils, mais qui sont des outils, j'allais dire, un peu plus coercitifs. On a été oui. très marché libre et on se retrouve dans la situation où on est. Parce que s'il y a un marché sur lequel ça ne marche pas très bien, c'est les matières premières, parce que les pays producteurs ne sont pas les pays consommateurs. Donc, les matières premières, il faut qu'elles voyagent. Et ça, c'est fondamental. Et le problème, c'est que maintenant, il y a des restrictions à l'export partout. 55% des matières premières dans le monde, maintenant, ont des restrictions à l'export. Le temps de la libre circulation des biens est terminé. Il est terminé. Et encore plus terminé dans les matières premières. Donc, il faut se rendre compte de ça. Et effectivement, il faut parier sur aider des acteurs qui ont ces standards pour que le consommateur, l'industriel qui achète ces minerais puisse avoir le choix. Mais à mon sens, c'est Bruxelles qui devrait l'imposer. Pardon. Bon. Peut-être pour clore, Raphaël Ray, sur les engagements collectifs que votre, je ne sais pas s'il y a une association, en tout cas l'Alliance souhaite pour l'ensemble Fédération, fédération professionnelle, pour l'ensemble de la filière, avant que Arnaud de Morny nous éclaire sur ce sujet qui est un véritable rapport de force, on l'aura compris. Hein. Alors, Très rapidement. on parle de nos attentes ou on parle de Les vôtres. notre volonté Les d'influer? vôtres. Vous savez, il y a une élection présidentielle bientôt. Oui, bah effectivement, quand on parle Les d'élections, fédérations, en général, sont très actives à ce moment-là aussi. ouais, c'est vrai Pas que que. les fédérations sont très actives et je tiens à dire que, peut-être un retour, on n'a jamais été autant sollicité, mais jamais, hein. Je pense qu'on discute avec les directeurs d'affaires publiques qui disaient il y a 5 ans, 6 ans en arrière, on avait 5 fois moins de questions. Donc ça, c'est déjà positif, ça montre qu'il y a quand même un engouement. On est une fédération, finalement, on est une petite fédération. Quand je participe à France Industrie, où vous avez l'aéronautique, l'automobile, etc. Mais on est écouté. Et donc, il faut profiter de cette capacité à être écouté par rapport aux enjeux qu'on décrit depuis ce matin pour essayer d'exister. Donc, on travaille effectivement sur les préconisations. Vous seriez surpris qui s'intéresse, quelle partie s'intéresse à quel sujet, hein. J'aimerais pas. Allez-y. Non. Je suis pas là pour faire ça, mais effectivement, il y a des gens qui s'intéressent de façon très pointue, puis il y a des gens qui s'intéressent pas du tout à ça. Non, je viendrai. Non, mais je vous dis simplement qu'il y a des acteurs qui s'intéressent. En tout cas, on sait où on voudrait que ce champ coercitif se mette en place. Ça, c'est quelque chose d'important. Je me permets, juste avant de répondre, je veux rebondir sur quelque chose qui est important. On est
dans l'acier, on a vécu quelque chose qui est inédit puisqu'on a mis en place des mesures de protection. On a mis en place ce qu'on appelle le MACF en français et le CBAM. C'est nouveau. C'est nouveau, mais c'est inefficace. Pourquoi c'est inefficace? Parce qu'on n'a pas travaillé pour emmener toute la chaîne. Donc on va se protéger, ça va durer 1 an, 2 ans, on va peut-être survivre à ça, mais ça va avoir un seul effet, c'est l'inflation sur les marchés aval. Donc si vous voulez, aujourd'hui, la difficulté qu'on peut avoir, c'est que nous, acteurs de l'acier, on peut être très mal vus par les acteurs aval, puisqu'on peut représenter une source d'inflation. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, l'Europe a un rôle à jouer, mais il faut qu'on aille vite, et l'IA et tous les instruments, la déclinaison du CBAM, plus de 650 codes produits pourraient être couverts par le MACF, mais ça va prendre des années et des années et des années parce qu'il n'y a pas d'alignement. Et donc, notre boulot à nous, fédération, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs se mettent autour d'une table et on essaie de s'aligner et de prendre conscience de la temporalité. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et je vous donne un exemple très concret. On vend de l'acier inoxydable. Depuis le début de l'année, il y a un marché qu'on n'avait pas vu venir, c'est le cooling, donc le refroidissement des data centers. Et aujourd'hui, on vend de l'acier en Chine et aux États-Unis. Aux États-Unis, ils achètent notre acier en payant 50% de droits de douane. Hein. Et je suis complètement stupéfait par le fait qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la Chine et les États-Unis qui se développent. Nous, en Europe, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de besoin. Il faut vite qu'on se structure. Donc, ça veut dire que les droits de douane, comme disait Christelle, c'est pas parce qu'on met des droits de douane que ça régule les flux. Hein. Il y a des produits qui sont nécessaires, qui peuvent venir d'Europe, mais on a quand même un souci, c'est pourquoi on n'est pas capable, nous, en Europe, de développer cette technologie alors qu'on pourrait ne pas être en retard, on pourrait se mettre en mesure d'être dans les temps. Et ça, c'est quand même symptomatique de tout ce qui est en train de se passer. Et je termine juste pour répondre à cette question. Nous, ce qu'on attend, c'est un engagement collectif entre ceux qui produisent, ceux qui achètent, ceux qui financent et ceux qui fixent les règles, tout simplement. Et si on arrive à faire ça, et l'Europe peut aider là-dedans, mais c'est le travail qu'on essaie de faire collectivement. Et puis, si des élections présidentielles nationales peuvent nous aider, ça sera un plus. Je finis simplement pour témoigner de quelque chose. La France, franchement, on peut remercier nos pouvoirs publics. Ils nous représentent fortement au niveau de l'européen et ils ont fait beaucoup bouger les lignes au niveau Europe. Je tiens à le dire quand même. Pour souvent, on critique, mais la France est très motrice au niveau européen. Vincent Dufièvre, très rapidement, oui, l'acceptabilité. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Je vous la repose. Ouais, très clairement. Important. C'est essentiel parce qu'il faut quand même tordre le cou à une idée reçue qu'un projet minier en France ne serait pas acceptable. Parce qu'en réalité, c'est tout l'opposé qu'on voit dans Acceptable l'acier. ou accepté? Les deux, Ok. acceptable et accepté. Acceptable parce qu'on a fait des choix industriels d'entrée de jeu, comme je vous le disais, une mine souterraine, le transport du minerai par rail, des stations pour épurer l'eau. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le lithium. On imagine que le lithium consomme énormément d'eau, c'est pas vrai. On imagine de rejet, c'est pas vrai. Bref, il faut éduquer les gens, il faut leur parler. Donc nous, on a choisi d'organiser un débat public sous la Commission nationale du débat public, FEU, qui nous a permis de voir en réalité toutes les parties prenantes avant même de commencer le projet. Donc quelque part, de purger un petit peu tous les risques d'acceptabilité qui pouvaient survenir et de les gérer. Alors on a de la chance, le gisement se trouve au milieu de nulle part, sur un site industriel existant, avec quasiment aucun riverain autour. La géologie nous permet d'avoir un gisement qui évite de faire un open pit, donc une mine à ciel ouvert, mais une mine souterraine. Bref, on a un certain nombre d'éléments objectifs qui nous permettent d'être acceptables. Alors, il faut de la pédagogie. Voilà, et pas que. Le dernier point, c'est qu'il faut quand même aussi, sur les partis politiques, vous en parliez, on a reçu des délégations des écologistes. Je suis allé les voir à leur convention, et quand on parle avec eux, il y a quand même une certaine objectivité qui est de se dire, finalement, on préfère avoir un projet de mine de lithium avec nos standards, en Europe, en France, plutôt qu'avoir des voitures électriques. Pour se la jouer, on est pro-climat, mais qui sont fabriquées avec Bien un sûr. lithium dans des conditions discutables. Donc je pense qu'il y a un moment, il y a un certain pragmatisme, un certain réalisme qui doivent présider, et c'est ce qu'on s'attache à faire sur ce projet Émilie. Voilà. Ben, merci de ce regard plus optimiste à la fin. Je vais Juste très rapidement. sur le lithium, 35% sert aux batteries stationnaires. Bon. Et donc, toutes les smart grids, pour faire de l'énergie renouvelable, Ah oui, c'est a important. besoin on parle beaucoup de véhicules électriques, Mhm. mais le tiers du marché, c'est pour faire des batteries stationnaires pour équilibrer les renouvelables. Et donc, c'est absolument clé. Voilà, je vais vous demander à tous les trois de rester ici parce qu'on va terminer ensuite avec des questions à la salle. N'ayez pas peur. Mais d'abord, le point de Arnaud de Mandy de l'École de guerre économique. Je le disais,
on l'a bien vu, ce sont des rapports de force. Non, mais restez là. Moi, je vais bouger. Mon cher Arnaud, je vais bouger. Donc, peut-être rapidement, il faut nous bousculer 5 minutes avant les questions à la salle sur ce rapport de force établi. Merci. Donc en fait, le constat partagé, c'est que on est dans une situation que nous on appelle de martialisation, c'est-à-dire comment des acteurs économiques utilisent leurs leviers pour faire pression, déstabiliser d'autres acteurs. Donc en fait, à partir du moment où on peut transformer en armes des outils économiques, on a parlé beaucoup des raffineries. Je reviendrai sur un exemple qui est très illustratif sur le tungstène et la stratégie chinoise. Eh bien, on est dans un contexte de guerre économique. Donc, vous comprenez bien, école de guerre économique, je vais vous parler de guerre économique. Ce qui est intéressant sur le sujet, c'est qu'en fait, depuis le début, on n'a pas tellement défini ce que c'était qu'un matériau critique. Le délégué interministériel a parlé de matériaux stratégiques et tous les intervenants ont parlé de matériaux critiques. Moi, je vous propose, pour penser stratégie, il faut commencer par couper les cheveux en 4 pour analyser de manière séparée les différentes logiques, patterns, processus sur les différentes dimensions. Il y a un premier, on me dit 5 minutes, je vais aller très rapidement. Premier élément, il y a les matières abondantes, pas de capacité de pression, pas de goulot d'étranglement, ce n'est pas un sujet. Il y a les matières sensibles, on pense que c'est accessible, mais il suffit qu'un acteur décide d'un grand besoin, puis d'un seul coup, il y a une pénurie. 2003-2004, le fer à béton, augmentation de 60 à 100% du prix, pénurie. Le terme est important. Ce que a dit la présidente de Eramet, c'est que c'est la fin du libre-échange. C'était confirmé par Monsieur Ray. Donc en fait, on est rentré dans une autre logique. On est passé d'une économie d'abondance à une économie de pénurie. Pénurie objective, rareté géologique, ou pénurie organisée, orchestrée. Et c'est ce que fait la Chine en particulier. Sur le tungstène, et c'est là qu'il y a peut-être des leviers d'action, 30% de réserve mondiale sous votre contrôle, 50% de production mondiale, 90% de raffinage ou de fabrication de carbure de tungstène. Et donc en fait, c'est par ce biais-là que la Chine a décidé un nouveau concept que j'appelle l'allocation stratégique de l'offre. C'est-à-dire que le raffineur ou le producteur décide pour des raisons extra-économiques à qui il va vendre. Et cela crée des pénuries. Quand on est dans une logique de pénurie ou de risque de pénurie, bien, je vous invite à faire un changement de paradigme. On ne réfléchit plus en traité de libre-échange. On réfléchit en clause de garantie de fourniture. C'est-à-dire, je négocie, et là c'est l'État dans le cadre de sa diplomatie minérale, qui va négocier avec d'autres États et dit, voilà, vous avez un besoin, moi je peux vous le fournir, moi j'ai un besoin, vous pouvez me le fournir. Donc en fait, c'est le retour du bilatéral. Si on ne revient pas aux négociations diplomatiques bilatérales, on va voir passer les trains et ce seront nos trains de minerais qui iront ailleurs. Le deuxième élément, c'est que, pour revenir à la Chine, elle fait des logiques de respiration, c'est-à-dire qu'elle produit, elle vend, le prix baisse, ça a été dit par madame. Donc, des investisseurs mondiaux se disent « Oula, un effet d'aubaine, j'investis sur la production ». Puis, quelques temps plus tard, hop, il faut le contraire. Ils ne produisent pas, donc les prix montent, effet d'aubaine, des investisseurs investissent, ils relâchent le goulot d'étranglement, les prix se cassent la trombinette, et donc les investisseurs font faillite et les projets s'arrêtent. Si l'usine de raffinerie de La Rochelle a eu des problèmes, c'est parce que le prix du lithium avait fortement baissé. C'est pas juste parce qu'ils étaient méchants. Dernier point, et ça c'est important, depuis 30 ans, on est dans la virtualisation de l'économie. C'est-à-dire que, prenons un exemple très simple, un téléphone portable, pour la plupart des gens, eh bien, ça n'a pas besoin d'infrastructure, ça n'a pas besoin de câbles, ça n'a pas besoin d'antennes, ça n'a pas besoin de platines pour les filières de fibre optique, etc. On est un retour de la matérialité parce qu'il y a des acteurs qui l'instrumentalisent. Et là, il y a un rôle fondamental de l'État sur la différence entre criticité et stratégie. Il est fondamental que l'État français, je dis bien l'État français, je ne parle pas de l'Union européenne, selon nous, 50% de la guerre économique est intra-européenne. C'est les pays européens entre eux. Ce n'est pas juste la Chine, la Russie
et les États-Unis. C'est au sein de l'Union européenne. Dans le cadre des listes de criticité, il est possible de développer au sein de l'État français une autre doctrine qui est doctrine de stratégie et de projection de puissance par l'économie, et de tirer des conséquences normatives et juridiques. Ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que la liste de criticité européenne, ça ouvre des droits à financement, projet France 2030, mais il n'y a pas de conséquences de droit particulier. C'est-à-dire que vous êtes un matériau critique défini dans la liste, et puis les contentieux, le lawfare, l'instrumentalisation du contentieux judiciaire fait que votre projet met énormément de temps à être réalisé, si jamais il se réalise. Eh bien, il est temps de tirer une autre conséquence. Ou c'est stratégique ou ça ne l'est pas. Si c'est stratégique, il faut que ce soit des règles spécifiques de droit qui s'appliquent. Ça n'est pas simple, on a des discussions au niveau européen, mais c'est une dimension à développer fondamentale. Et pour conclure, ce n'est pas parce qu'il y a une liste de matériaux critiques qu'il n'y a pas d'autres matériaux qui sont stratégiques. Je donne un exemple très très simple, le caoutchouc, qui est la version solide du latex. Plus de caoutchouc, plus de pneus, plus d'ambulances, plus de bus, plus de véhicules de sécurité, plus de véhicules légers blindés militaires. Vous imaginez une société sans pneus? Et donc peut-être qu'il faut aussi se poser la question de quels sont les matériaux essentiels à l'existence d'une société, aux conditions de survie d'une population sur un territoire, pour élargir la pensée stratégique au-delà des listes de criticité européennes. Je vous remercie. Voilà. Eh ben, écoutez, on arrive au terme de ce colloque. Je voudrais évidemment remercier nos trois intervenants, Madame Bory, Monsieur Dufief et Raphaël Ray. Arnaud de Morny, bien sûr, pour ce point qui a été très apprécié sur ces rapports de force, pour ceux qui en doutaient encore. Le ministre Sébastien Martin, qui est parti au Sénat, peut-être pas parler de ce sujet-là, mais il y en a beaucoup sur la table. J'ai noté quand même un vent d'optimisme, c'est-à-dire le fait que vous saluez les efforts du gouvernement français, voire peut-être la voix que la France a su faire résonner au G7 d'Évian. Merci aussi, bien sûr, à Benjamin Galezo, qu'on a entendu tout à l'heure, le délégué interministériel des minerais, et puis au directeur général de Norstat, Raphaël Clave, pour le détail sur cette étude. Merci donc aussi tous ceux qui ont organisé ce colloque, aux députés qui nous ont reçus ici, comme ils reçoivent avec beaucoup de bienveillance la revue L'Hémicycle. Et puis j'ai noté que, évidemment, la souveraineté ne se décrète pas, finalement. Elle se construit maillon par maillon entre l'État, les champions industriels et puis, évidemment, les filières utilisatrices. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau Club L'Hémicycle. Merci.